Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Diapason, notre podcast qui a presque maintenant plus d'un an et demi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mick Ndjiabel qui nous suit depuis un certain temps, j'ai presque envie de dire depuis les débuts de Diapason, avec des interventions qui ont toujours été hyper pertinentes. Et lui-même étant président de ZKH, il est aussi investi sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de chantiers par rapport à Madagascar. Mika Djabel, bienvenue, et puis je te laisse te présenter. Bonjour Iriane et bonjour à toute l'équipe Diapason et encore merci pour l'invitation et pour tout ce que vous faites au niveau de ce think tank qui était super attendu au niveau de la communauté. Donc Mika Ndjiambe, président de l'association Zakou Noor, consultant en stratégie également, en politique publique plus exactement. Si je continue à me présenter, est-ce que tu veux que j'aborde tout de suite mon parcours ou Oui, je t'en prie, je t'en prie. Allez, très bien. Alors, comment aborder mon parcours? Je suis quelqu'un qui a grandi à Madagascar, donc pendant 20 ans. Donc, j'y ai fait toutes mes études primaires, secondaires. Je devais m'envoler pour la France à l'issue de mon baccalauréat, mais au final, question de visa, ça ne s'est pas tout de suite fait. Et j'ai passé 2 ans à l'Institut d'études politiques de Madagascar en sciences politiques. C'était une période assez charnière pour moi, puisque c'était à ce moment-là que j'étais vraiment développé ma conscience citoyenne et politique vis-à-vis de Madagascar. C'était presque une réconciliation, entre guillemets, après des années passées dans le système français. Et c'était aussi un moment riche où j'ai côtoyé plein de personnes qui étaient optimistes pour Madagascar et qui voulaient du coup se dessus et se dire que, en fait, beaucoup de choses n'avaient pas encore été faites pour ce beau pays. Après ça, j'ai quitté Madagascar pour un programme d'échange à Sciences Po. J'ai fait Paris 1, j'ai fini en politique publique à Dauphine et j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages durant ce parcours, toujours très 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 centré autour de la question du bien public, du bien commun, des politiques publiques, des politiques économiques et ce qui m'a amené aujourd'hui à ce métier de consultant en stratégie. Et Madagascar ne m'a jamais quitté quelque part, puisque à travers ZK, j'ai eu l'occasion de continuer à m'épancher sur le sujet, à ne pas m'en éloigner. Mm. Et ça a été quelque chose de très très important pour ne jamais perdre le fil, ne jamais perdre le contact avec cette ambition de faire quelque chose pour Madagascar, peu importe la distance. Bah, merci déjà pour cette présentation, Mick, qui effectivement est une sorte est assez prémonitoire de ce qui va suivre ensuite, puisque Zcash se lance quand tu es en France. Pourquoi? Quel a été le contexte? Comment ça s'est lancé de façon assez finalement spontanée dans des circonstances spécifiques que tu vas nous raconter? Et quel a été l'objectif aussi, puisque quand on lance comme ça ce genre de mouvement, il y a évidemment un objectif et une sorte de d'émulation aussi. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé autour de Zcash. Avec plaisir. Alors, on est en 2018, élection présidentielle malgache, peut-être les élections présidentielles les plus importantes de la décennie qui s'achève et de la décennie qui commence, puisque c'est la confrontation, en tout cas la première confrontation directe entre André Azoulay et Mark Ravalman. Les deux n'avons pas pu se présenter en 2013. Et donc, il y a une émulation autour de cet événement-là. Nous, on est en France à ce moment, on est tous dans les études, et on se dit que c'est dommage, les diasporas ne fera pas partie de ce grand moment de décision nationale. Donc on se dit, c'est bête en plus parce que pas mal de diasporas africaines, autres que malgaches,
participent aux processus électoraux législatifs ou présidentiels de leur pays d'origine. Et on s'est dit, ben tiens, on n'aura pas le temps d'organiser des élections réelles pour la diaspora, donc organisons des élections symboliques. Et ça a pris. On a pu réunir en moins d'un mois à 14 000 personnes sur un groupe Facebook à l'époque Impressionnant. pour mettre en place, merci, ce scrutin électoral symbolique-là. Ravaloman, Marc, est sorti vainqueur du scrutin, ce qui nous a valu quand même pendant pas mal de temps l'étiquette de pro-Ravaloman, étiquette bien sûr qu'on n'accepte pas, mais c'est un peu le risque quand on va sur ces terrains-là. Et on a mis pas mal de temps, 4 5 ans, pour se débarrasser de cette étiquette. Ouais, Et ouais, encore, ça a quelques traces. Cela dit, l'expérience a été tellement concluante que nous-mêmes étions très optimistes sur la volonté de la diaspora à s'engager de manière plus intense du point de vue participation citoyenne et politique. On s'est dit, créons un mouvement pour fédérer cette diaspora, la structurer et travailler sur cette thématique du droit de vote qui a été centrale. ouais. À l'origine, l'initiative s'appelait Zakuifit et on a décidé de l'appeler Zaku Anourn Hmm. pour être un peu plus globalisant. Et j'aime à dire que dans cette association, je n'ai pas fait grand-chose, mais s'il y a une chose dont je suis vraiment très fier, c'est d'avoir trouvé ce nom précis-là, Zaku Anourn. Moi aussi, je veux bâtir, moi aussi, je veux contribuer. Et c'est ce qu'on a essayé de défendre au fil des années. Ouais. Donc, on s'est constitué pour le droit de vote à l'origine. Oui. Et au final, on s'est beaucoup cherché. Le droit de vote, c'est un sujet assez compliqué, beaucoup de travail en chambre, peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Hmm. Et surtout, on n'avait pas, nous, les leviers nécessaires pour vraiment accélérer les choses sans réel volontarisme politique en face. Ouais. Donc on a essayé aussi de faire des petits bouts de choses, un peu à gauche à droite, on se cherchait. On a aussi compris que structurer la diaspora, c'était une grosse ambition que d'autres associations avaient essayé de faire avant nous. Oui. Donc on était un peu en mode wow, vous êtes qui? Qu'allez-vous faire? Comment ça? Hmm. Mais c'est le jeu. On a rencontré des associations un peu réticentes à notre projet, d'autres qui étaient un peu plus enclines. Et donc on s'est cherché, on a fait pas mal de choses au fil des années. On a participé à l'élaboration de la lettre de politique nationale d'engagement de la diaspora, qui finalement donné aujourd'hui lieu au projet TAD. On a fait des événements plus festifs, les Fun Zone Cannes 2019. Ouais. Que Aipmada et Presta venus, des événements hommages, notamment lorsque le groupe Mahaleo a fait face au départ de plusieurs de ses membres. Oui. Le projet Funenan, où on avait alerté les autorités publiques face à la situation des Malgaches qui étaient bloqués en France durant la période Covid. Alerte qui n'avait pas donné lieu à une collaboration, mais qui avait quand même donné lieu à une réaction de l'État malgache qui a commencé à mettre en place des procédures de rapatriement, D'accord. notamment pour les étudiants qui étaient seuls ici. Ouais. Ouais. Donc on a fait pas mal de choses. Moi je considère vraiment qu'on a tâtonné, on s'est cherché, on a cherché notre place. Et ce que j'ai eu à cœur de faire durant ce mandat, c'est de un peu prendre tout cet héritage-là qui était très très riche Oui. et d'affiner un peu plus le positionnement de Zcash. Donc aujourd'hui Zcash la définit vraiment comme une association qui vise à cultiver, susciter et entretenir l'engagement citoyen, Oui. valeur associée chez les jeunes de la diaspora Oui. dépit de la distance. Et on le fait de plusieurs manières, avec du partage de contenu sur la culture politique, historique autour de Madagascar auprès de ces jeunes-là, Mhm. l'organisation de conférences, colloques pour qu'ils puissent aussi se former à ça et rencontrer des personnes intéressantes pour leur parcours, entre guillemets, et échanger. Oui. On le fait via une activité qui s'appelle aussi Case Votung, avec D'accord. un format qui s'appelle Atelier Tarja spécifiquement, où on organise des sessions de rencontres entre talents de la diaspora qui viennent parler de leur secteur d'activité et métier et des jeunes de la diaspora pour favoriser le réseautage. Mhm. Et puis, on intervient aussi sur des gros chantiers structurants pour la diaspora, en l'occurrence en ce moment le projet Ingasiak, d'études sur les individus de la diaspora et les associations de la diaspora. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est riche. C'est riche et comme je trouve que tu as l'honnêteté, la transparence de reconnaître qu'il y a eu cet annotonnement et ces recherches, mais c'est aussi de cette façon-là que vous avez pu, d'un côté, aller toucher différents, on va dire, différents aspects
de cette expérience que peut avoir un citoyen de la diaspora dans un autre pays. Et c'est de cette façon-là aussi que vous avez pu ensuite vous affiner et vous préciser dans les objectifs que vous avez. Et là, il y a plein de choses dont tu parles, en tout cas nos auditeurs, j'espère qu'ils le découvriront aussi. Mais quand tu parles de Gazvotung ou ce genre d'initiative, c'est super. Je pense que pour un certain nombre, moi j'en fais partie, qui sommes arrivés il y a quelques années, ça fait partie des choses dont on aurait aimé bénéficier en fait et qui n'existaient pas. Euh, Maintenant, tout n'est pas rose, c'est difficile. S'engager, c'est tout un programme, c'est de l'énergie, c'est du temps. Qu'en as-tu, quel est un peu ton retour d'expérience, ou je dirais pas conclusion parce que tu n'es pas au bout, mais quel est un peu ton retour d'expérience là, à date, sur les problématiques de l'engagement de la diaspora malgache? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique à l'engagement de la diaspora malgache? Certains Africains, d'autres pays africains qui sont intervenus ici ont fait quelques comparatifs où effectivement, on a un engagement peut-être plus passif, peut-être plus absent, je ne sais pas. Quel est un peu ton retour d'expérience dessus? Je peux te faire un retour d'expérience à deux niveaux à ce sujet. Déjà, l'expérience du management, entre guillemets, Hmm, équipe, au niveau de l'association, et puis une réflexion un peu beaucoup plus large, beaucoup plus macro. Sur l'aspect très micro, donc au niveau du leadership et du management d'équipe, c'est une expérience assez intéressante finalement que d'être président d'association et de faire face à la disponibilité que les gens ont pour la cause. Pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans cette fonction-là, je leur dirais, il faut accepter que les gens n'iront pas toujours aussi vite que tu le souhaites, que vous le oui, souhaitiez. oui, Euh, un, deux, pas besoin d'avoir 20 personnes, 30 personnes, il faut s'entourer de quelques personnes vraiment soudées qui partagent la cause, la vision, qui se disent que c'est good et qui vont vraiment travailler et produire avec toi. Le mot-clé, c'est vraiment la production. Et président d'assaut pour survivre face à ces niveaux aléatoires, variables d'engagement-là qu'il faut respecter. Il faut le faire quand on est à l'aise avec l'idée que lorsque lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est avant tout votre responsabilité. Par contre, quand on a réussi quelque chose, c'est avant tout grâce aux camarades. oui, oui. Donc voilà peut-être des premières leçons que moi je tire de cette expérience de président d'assaut Hmm, avec des personnes qui forcément n'avaient pas toujours les mêmes niveaux d'engagement, de disponibilité que moi, mais franchement, je pense que je m'en suis bien sorti et je remercie toutes les personnes avec qui j'ai collaboré jusqu'à présent. oui, Puis sur le niveau plus macro, je pense que oui, il y a, comment dire, il y a quand même un cycle pour moi d'engagement et de désengagement oui. vis-à-vis de Madagascar. Notamment quand on est étudiant, je pense qu'on est très idéaliste, très utopiste, très animé par des valeurs, très tourné vers autrui aussi. Hmm, Et c'est plus facile d'être engagé à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est pas tellement une question de temps, parce qu'au final, les études aujourd'hui, c'est très prenant. Vous êtes en alternance, c'est compliqué. Vous n'êtes pas en alternance, il y a quand même énormément de travaux à faire. oui, Il y a la recherche de stage, d'alternance, le petit job à côté pour survivre, les démarches à la préfecture qui deviennent de plus en plus infernales, oui. la vie sociale hors association qu'on essaie aussi Construire, d'arrimer à notre quotidien. Mais bien sûr. pourtant, je suis tombé sur beaucoup de personnes qui, en tant qu'étudiants, avaient beaucoup à donner pour la cause, pas Hmm, seulement pour celle de ZKH, bien sûr, mais pour celle d'autres associations que j'ai côtoyées également. oui, Et au fur et à mesure, cet engagement se tasse un peu quand les personnes sont confrontées à certains choix décisifs dans la vie, type le oui, premier emploi, la volonté de fonder une famille, et ça se comprend. bien Et sûr, au final, c'est très difficile de leur en vouloir. bien sûr. Mais ça crée quand même un certain désert de l'engagement citoyen Hmm, sur la période, si je fais un peu de la sociologie de comptoir, 28-50 ans. hmm, Et ce que j'ai remarqué chez certains seniors,
qui sont aujourd'hui engagés, alors seniors, bon, je vais dire des plus de 50 ans, Hmm. c'est qu'ils ont connu cette période-là, et c'est vers les 45 ans, 50, 55 ans, qu'il y a un espèce de re-réveil, et Oui, de se dire, mince, j'en ai peut-être pas fait assez. Ma vie là, elle est bien posée, j'ai une maison, j'ai des enfants en bonne santé, etc. Allez, là je me relance. oui, oui, Et pas plus tard que la semaine dernière, dans le cadre de l'enquête Inc, je discutais avec un médecin à ce propos-là, et il m'a carrément dit, moi je me suis enfui de Madagascar, j'ai jamais cherché à regarder en arrière, j'ai construit ma vie, et maintenant, au crépuscule de ma vie professionnelle, parce qu'il part bientôt en retraite, il s'est oui. dit, il faut que je fasse quelque chose pour ce pays pour pouvoir m'en aller en paix. Oui, oui. C'est très intéressant ce que tu dis là. Et finalement, c'est effectivement des cycles que l'on a tous, qu'on soit finalement malgache ou pas malgache, de la diaspora Clairement. ou pas de la diaspora. Mm. Euh, c'est quelque chose après à prendre en compte, comme tu dis, dans ceux qui sont plus actifs tout le long ou qui font des associations. Il y a ce fameux désert dont tu parles qui est des fois difficile à entendre ou à comprendre, mais qui s'explique finalement par tout simplement les moments de vie que chacun avons. Mm. Et c'est vrai que les études qui ont été publiées, déjà les recherches qui ont été publiées sur la diaspora, expliquent un petit peu ces moments et ces cycles dont tu parles. Donc, on peut avoir cette frustration de se dire Madagascar est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée. On est quand même le pays le plus pauvre du monde aujourd'hui. Il y a eu quelques années, on était parmi les 5 derniers ou parmi les 10 derniers. Maintenant, on est vraiment, je ne sais pas si je peux dire bon dernier, mais en tous les cas, on est dernier. Voilà. Et c'est évidemment difficile à avaler. Euh, si on va vers quelque chose qui est peut-être un peu moins tangible, mais que toi, dans ton cheminement personnel, Mick, tu estimes comme important, et c'est vrai que ça fait aussi partie, c'est proche de la façon dont mon diapason recherche aussi des axes de solutions par rapport à la construction finalement de Madagascar en tant qu'État, en tant que pays, en tant que nation. Euh, Moi, j'ai bien aimé nos discussions précédentes où à un moment tu disais, en fait, on est à la recherche d'une philosophie politique. Ça, ça peut paraître pompeux au début, et en même temps, quand tu reviens à tes humanités ou à tes fondamentaux, finalement, c'est un fondement nécessaire. Ce sont des fondations nécessaires pour la construction d'un État, d'un pays, d'une nation. Quelle est un peu ton approche sur cette partie-là, Mick, sur ce cheminement de recherche de philosophie politique que Madagascar se doit de faire ou est peut-être déjà en train d'amorcer? C'est une vaste question, hein. C'est un thème de podcast en Clairement, entier, voire un thème de recherche. clairement. Là, la question porte pas vraiment sur le pourquoi est-ce que cette philosophie politique est absente, mais plus comment la construire, c'est ça? J'ai presque envie de te dire peut-être les deux, mais là, c'est à toi de l'aborder sous ton cheminement personnel de réflexion aussi, parce que on avait, euh, on avait discuté du fait qu'on a été évidemment, qu'on avait notre propre histoire, qu'on avait la colonisation qui passait par là et du coup l'indépendance, et Mm. donc ces sortes de modèles ou de fictions démocratiques post-coloniales avec des inspirations aussi de Julius Nyerere ou Sankara, euh, Mm. avec tout ce qui est aussi, je pense que tu parlais un petit peu tu vois, en termes d'institutions, de se dire est-ce que le bicamérisme est la bonne solution, est-ce que le tricaméralisme est la bonne solution avec l'Assemblée des sages. Voilà, il y a des modèles peut-être dont il faut s'inspirer ou qui colleraient un peu mieux avec un modèle qui était déjà là sur le FNUL. Mm. Voilà, je sais que tu avais amorcé plein de réflexions sur ces Ah oui, sujets-là. ah oui, j'ai fait ça moi.
Enfin, on a fait ça puisque c'était un échange. C'était un échange. Bah écoute, on peut aborder peut-être la question du pourquoi est-ce que la motivation, le moteur de l'engagement, est-ce qu'il serait pas un peu en panne? En plus, je crois que lors de cet échange, tu avais fait le parallèle avec la Jirama. Oui, Il n'y avait effectivement. plus de jus. Donc, de la même manière, est-ce qu'il n'y a plus de jus chez le moteur de l'engagement citoyen des Malgaches? Moi, Oui. j'ai beaucoup aimé le parallèle avec la Jirama, hein, parce que c'est super intéressant. Le délestage, au final, ce n'est pas une simple coupure d'électricité Mm, pour problème d'entretien, de maintenance ou autre problématique technique ponctuelle. Le mm, délestage, c'est une insuffisance structurelle du niveau de production d'électricité complètement. qui oblige en fait à rationner sa distribution. Mm, Et généralement, donc, on va avoir deux causes qui expliquent cette insuffisance structurelle. C'est soit la source s'est tarie, soit le besoin d'électricité a cru beaucoup plus que l'offre. Et pour l'engagement des Malgaches, pardon, finalement, c'est pareil. Le besoin d'engagement, les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui ne suivent plus l'offre que peuvent proposer les citoyens. Parce que les gens sont dépassés par les événements et ne perçoivent plus l'utilité oui. de leur apport à la source d'énergie pour transformer Madagascar. Ouais, Et la source de l'engagement, c'est Tari. ouais. Maintenant, comment ça s'est fait? Une fois que notre belle métaphore est posée. Euh, En première approche, on serait, je pense, tenté de dire que l'enseignement, l'éducation ne mettent pas assez en lumière les personnages historiques, inspirantes, malgaches comme africaines ou d'ailleurs, Ouais. qui peuvent justement inspirer ce sujet de l'engagement citoyen-là. Quel jeune malgache aujourd'hui connaît les histoires inspirantes de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Frantz Fanon? Côté femmes inspirantes, on n'en parle même pas, hein. Est-ce qu'on apprend à nos écoliers qu'il y a un pays qui s'appelle l'Éthiopie, qui a su résister aux invasions coloniales italiennes, et que c'est une femme, en l'occurrence Tate Betoul, C'est vrai. qui a joué un rôle vraiment fondamental dans la victoire contre les Italiens et qui a fondé Addis Abeba, Ouais. qui se trouve d'ailleurs être aujourd'hui le siège de l'Union africaine. Tout ça pour dire que pour s'engager, les jeunes et les moins jeunes ont besoin de repères, de role models, comme on dit, Oui, des gens qui ont réussi, des gens qui ont douté comme nous aussi, mais qui nous aident en fait à nous convaincre que notre action, à toi, à moi, à Diapason, à Zcash et à toutes les associations et structures engagées à Madagascar et par-delà les mers, on se convainc qu'on s'inscrit en fait dans une grande histoire qui dépasse le cadre limité de nos existences terrestres. complètement. Ça, pour moi, c'est l'enseignement, c'est un premier point pour expliquer ça. Le deuxième point, peut-être un peu plus en profondeur, c'est des années de désillusion et de déception politique. Mm, 47, 72, 91, 2009, mais qui est vraiment pour moi à considérer comme un cycle entamé en 2002. oui, Donc des désillusions qui ont conduit le Malgache à penser que la politique n'est pas une force transcendante pour Madagascar, encore moins une source d'amélioration de ses conditions matérielles d'existence. complètement. Et qui l'amène ainsi à réduire la politique, cette politique-là à la simple conquête du pouvoir, Oui, pas à la mise en place de mesures pour le bien de la cité. oui. Et donc en parlant de la cité, de la res publica, Mm, c'est là que intervient pour moi la disparition, parce que j'ai pas envie de dire l'absence, parce que je pense que c'est plutôt la disparition d'une philosophie politique malgache du bien commun. oui, Parce qu'aujourd'hui, la vie à Madagascar et l'exemple donné par nos dirigeants font qu'on exalte beaucoup la réussite individuelle à tout prix et non la réussite collective, oui, la compétition malsaine et non la collaboration, oui, le paraître au lieu de l'être. oui, Bref, Madagascar, pour terminer, fonce vraiment dans une espèce de course à l'individualisme, au survivalisme, mais on oublie souvent que les pays qui ont bâti leur développement sur ce socle-là très individualiste, ils n'ont pas manqué de mettre en place quand même des matelas sociaux et des filets de sécurité importants qui s'appellent l'éducation, la santé, la protection sociale, la redistribution. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui des causes de la disparition de cette philosophie politique de l'engagement et du bien commun selon moi.
Là, on a assisté à un cheminement de pensée, Mick. Merci beaucoup. C'est très utile parce que, effectivement, à se focaliser malheureusement des fois sur l'aspect que économique ou que de conquête de pouvoir parce qu'on a l'illusion que ce sera la chose politique et les institutions politiques avec d'autres fondations, exactement comme tu l'as décrit, qui pourraient être les fondements d'une sorte de transformation pour le pays. Et je trouve que là, tu as fait le lien effectivement sur cette notion de disparition, parce qu'il y a eu et il y a encore, mais c'est à retrouver et à réadapter certainement par Hmm. rapport à l'époque où l'on est. Donc, où est-ce qu'elle se trouve? euh, qu'est-ce qui, quelles sont les bribes de notre histoire, de nos fondements qui seraient les bonnes briques à récupérer pour construire ce contrat social, euh, Hmm. cette philosophie politique de bien commun. Est-ce que toi, tu as des pistes? On arrive au fameux moment Ratsimanja, hein, le fameux moment Fouknoul, puisque Ouais. le Fouknoul est quand même un objet hyper fascinant dans la mesure où rarement, je pense, dans l'histoire du pays, Hmm, une personnalité n'aura pris autant le temps de réfléchir avec des Malgaches, parce qu'il est vraiment parti faire le tour des campagnes pour justement poser des questions sur les situations au quotidien, comment se gère la justice, de quoi les gens ont besoin, comment ils souhaitent fonctionner, ouais, bâtir ce système-là. Donc rarement quelqu'un n'aura autant pris le temps de consulter les Malgaches pour construire un modèle de développement. Et rarement aussi, pour moi, un modèle de développement proposé n'aura été aussi en phase avec les caractéristiques culturelles fondamentales de la société malgache. ouais, Donc c'est vraiment un objet d'étude super intéressant, super passionnant, et je pense que l'histoire s'est arrêtée quelque part lorsque cette personnalité, ce président, a malheureusement disparu au bout de 6 jours d'exercice. ouais. Si on décortique un peu, le Fuknul, il existait déjà à l'époque d'Indiana Pounmern, Hmm, un mode d'organisation des communautés villageoises Merne autour de principes démocratiques et de gestion collective. On parle de décision par consensus, de gestion des biens communs, les fameux Rarai Kambanan, hmm, du rôle central aussi des Rayamanjen pour maintenir l'ordre et la cohésion. hmm, Et tout cet imaginaire-là, ce processus-là, Ratsimanja va le remettre au goût du jour en l'adaptant du coup aux différentes réalités locales qu'il a rencontrées aux quatre coins de l'île. ouais, Et il va formuler le Folknoul, qui est vraiment pour moi un outil de décentralisation politique et de développement endogène, hmm, qui est reposé sur plusieurs principes fondateurs, donc la démocratie participative, hein, on implique chaque citoyen dans l'identification des problèmes et leur résolution. ouais, L'autonomie locale, puisqu'on restructure vraiment l'administration coloniale en partant des villages, donc les ouais, Foktan vers l'État, ouais, et on valorise les savoirs traditionnels et les ressources locales. ouais. C'est pas juste des grands principes, hein, c'est vraiment des structures clés qui étaient mises en place, les fameux Fatwek, Hmm, Twekaren, donc des communautés, des comités pardon, économiques locaux pour l'autosuffisance notamment, qui était la principale thématique, donc directement gérée par les villageois, ce ouais. qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement local, budget participatif, etc. Mais tout était là déjà. C'était là. Hmm, Le Fuktan, qui était l'unité administrative de base qui devait remplacer les structures coloniales, et bien sûr notre fameux Fiavan, dont on pourra reparler plus tard, ouais, comme socle de solidarité communautaire, moteur du progrès social. ouais, ouais. C'est super intéressant. Je pense qu'au niveau des succès de l'opération, on a redonné aux villageois le contrôle du développement de leur localité. Hmm, Aujourd'hui encore, moi, je reconnais des projets qui s'en inspirent, notamment des projets de développement local et même des projets de protection d'aires marines par les communautés. d'accord. Il y a des travaux. Enfin, je crois que Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, a théorisé en Occident toute la théorie économique autour de la gestion des biens communs.
Et au final, le Fuknul, c'est exactement ça, c'est la gestion des communs par les personnes qui entourent ces communs-là. Oui. Bien sûr, ça a été dévoyé, notamment du fait, après Rassim Manjaf, d'une centralisation étatique très très forte. Mm. Donc l'État malgache a court-circuité l'autonomie locale. Oui. Donc on avait des vœux de décentralisation. Au final, on est plutôt dans un état de déconcentration. Et c'est un peu ce qui a précipité la chute de ce modèle-là. Je pense que le Fuknul a été totalement dénudé, pardon, Oui. et de son aspect très la Complètement. gouvernance par le peuple. C'est ça. Oui. Et à sa place est arrivé le Fuktan, qui était plus une unité administrative, qui était dans une logique d'exécution et de fourniture de certains services. Oui. 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 Donc voilà, le Fuknul, qui est d'ailleurs cousin avec le fameux Ujamaa, le village traditionnel tanzanien, Mm. mis en place par Julius Nyerere, illustre vraiment, je pense, en Afrique, ce moment un peu historique où on a essayé de mettre en place des modèles de développement communautaire, Oui. alors qu'on était vraiment dans la globalisation, Oui. faute de transformation pérenne, de résultats vraiment pérennes sur le long terme. À Mada comme en Tanzanie, les deux pays se sont retrouvés sous la coupe des ajustements structurels, Oui. mais je pense que ce sont des modèles qui continuent à perdurer dans l'imaginaire collectif, qui sont prêts à être revitalisés, parce que 50 ans après, le constat est toujours le même. On a les ingrédients qu'il faut pour construire notre propre modèle de développement. Et ça, c'est important. C'est important qu'on ait encore les ingrédients qu'il faut, comme tu dis. En tous les cas, ça permet de se dire que c'est encore possible. Et ces ingrédients, ils sont d'autant plus vitaux parce que je reviens à ce que tu disais sur l'enseignement. Si on ne continue pas à enseigner ces valeurs, ces moteurs, on va les perdre Hmm, réellement, de façon générationnelle, tout simplement. hmm, Moi, en tant que malgache, aujourd'hui, je pense que j'ai été un peu dénudée de ce qu'est réellement un fuknul ou ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose aussi sur lequel, en termes de sensibilisation, on se doit de réapprofondir les hmm, sujets et de se dire, comme tu dis, comment on les revitalise par rapport à l'époque où nous sommes. hmm, Si on va vers ces sujets justement qui ont été soit dénudés, soit dévoyés, et qui constitueraient ou qui ont constitué les fondations euh, de la société, hmm, de l'organisation sociétale malgache. Le Fugunul en est un, le Raimanjin, tu l'as rapidement évoqué, en est un. Le Fiavan, tu l'as aussi évoqué, en est un autre. Un certain nombre de ces principes incarnés de façon, on va dire, matérielle par des personnes ou par des organisations, ont été dévoyés. Euh, que- quel est quelle est un peu ton approche dessus? Parce que le raymandenisme, par exemple, c'est un grand sujet. Pareil, hein, on pourrait en faire une thèse et une étude approfondie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, quelque part, là, ce qu'on a évoqué sur la disparition et le dévoiement, finalement, il y a une sorte de lien. Puisque le raymandenisme, malheureusement, aujourd'hui, a des conséquences qui ne sont pas forcément positives ou constructrices dans la société malgache. Ouais, bah, sur la question précise des Rayamangènes, et peut-être qu'après on pourra revenir sur les fameux ingrédients de la construction de cette philosophie politique de l'engagement, mais Mm. la réflexion sur le Rayamandénisme en fait partie, hein. Ben Euh, oui, euh, le Rayamandène, qu'est-ce que c'est dans la culture malgache? Ça prend vraiment sa source dans le cadre familial, ouais, et je pense le Rayamandène remplit allez, trois grandes fonctions au moins.
C'est les gardiens des traditions, donc ils préservent les récits ancestraux, nous enseignent les fades, les tabous, transmettent certains rituels, comme le Famadir, qui sont essentiels à l'identité culturelle. Ils sont aussi gardiens de la transmission intergénérationnelle, donc, mais c'est un peu voisin. Donc, ils ont un rôle éducatif, ils te racontent les petites histoires, les contes moraux, les leçons de vie, t'enseignent des proverbes. Euh, Ils renforcent ton fiavan, hein, ton lien social, avec les gens qui t'entourent, mais aussi ils t'inculquent le respect des ancêtres, qui est Mm, fondamental dans notre cosmologie traditionnelle. complètement. Et puis, ils ont une autorité sociale, puisque vraiment, ils structurent la hiérarchie familiale, il faut les respecter, presque de manière quasi inconditionnelle. Il y a un Et concept c'est très un précis. problème, Ah. le inconditionnel. Exactement, exactement. Mais voilà, c'est ancré. Et il y a même une valeur qui s'appelle le Valpabène, donc le devoir Mhm. des enfants envers leurs parents, qui est vraiment un objectif de vie pour le malgache. Le problème, c'est effectivement le côté inconditionnel. Ça, c'est un point, mais le vrai problème, c'est il y a eu ce cadre familial-là, il y a eu une transposition de ce cadre-là vers Oui, les cadres professionnels et politiques. et politique. Ça veut dire que dans des structures professionnelles, des entreprises, des administrations et politiques, des appareils de parti, etc., vous allez avoir des personnalités indéboulonnables, irréfutables, et aujourd'hui, c'est plus la peine de faire un dessin dans tout type de structure. Ça limite l'innovation, la prise d'initiative, la remise en question positive du management, du leadership. Oui, Bref, c'est vraiment un facteur de frein pour les organisations. complètement. Alors, cela aurait pu tenir, hein. Cela aurait pu marcher tant que les Rayman Engine se montraient exemplaires. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et je pense qu'au fil des années, des décennies, il y a plusieurs références un peu malsaines, Oui, connotées, qui se sont infiltrées dans l'imaginaire collectif. oui, Le Raymanisme a donné lieu au fameux fonctionnaire fantôme qui laisse son manteau toute la semaine pour feindre sa présence et mieux dissimuler donc son absence. oui, Le Raymanisme toxique, parce que pour moi, il y a quand même un réel ingénisme positif, a aussi donné lieu à ce fameux directeur d'établissement ou à ce professeur un peu véreux, un peu vicieux, qui promet oui, promotion et bonnes notes contre faveur sexuelle. oui. Donc voilà, il y a le dévoiement de la valeur Raya Manjel et Mm. qui a aussi été alimenté par le fait que le bon exemple a arrêté d'être donné par des personnalités qui devaient pourtant se prévaloir d'une certaine moralité Oui, pour justifier leur statut dans la société. Et oui, donc, en bas, nous, on copie et au final, on se tire tous vers le bas. oui. Et ça a brisé une sorte de structure qui pouvait, comme tu dis, aurait pu tenir. Donc, Oui, l'exemplarité est vraiment aujourd'hui la problématique euh, qui décrédibilise complètement ce fondement-là. exactement. Si on prend le cas allez, du Japon, parce que nous, les Malgaches, on aime bien aussi prendre le cas du Japon parce qu'on se dit, ouais, c'est une île, c'est comme nous. Mm. Mais en fait, pas tant que ça, mais bah, eux, typiquement, ils ont construit leur pays sur des valeurs quand même très très dures, comme la loyauté, Oui, l'obéissance, oui. l'exécution pure et dure des tâches. Alors aujourd'hui, En condition presque, de voilà, toute façon, exactement. oui. Mais les personnes qui leur donnaient ces instructions étaient exemplaires dans leur travail. Et Et ça irréprochable. forçait tout le reste de la base à suivre cet exemple-là. Oui, oui, clairement. Merci aussi encore, hein, Mick. Je trouve que il y a vraiment il y a vraiment des masterclass à faire avec toi sur la Oh. redéfinition. Non, mais vraiment, moi, je pense que je ne serai pas la seule. Les auditeurs commenteront, mais on a besoin de cette liaison et de cette redéfinition de ce que c'est qu'un Raymander et de ce que malheureusement aujourd'hui, effectivement, c'est devenu et ce qu'il faut faire. Il y a un autre aspect, Mick, dont on a parlé, c'est la langue. Hmm, La langue qui est quand même le véhicule d'une hmm, culture. Cette culture qu'on est en train de perdre
par ces dévoiements, par exemple, cette disparition de philosophie politique, Mm. euh, notre langue, euh, quel est, euh, quel est aujourd'hui son, j'ai envie de dire presque son état, ou en tous les cas, comment toi tu la considères aussi dans cette construction sociétale? Mhm. Oui, Est-ce qu'elle est en c'est danger? ouais, généralement c'est là où peut-être certains vont nous dire podcast en erreur, ton en français. Marre, marre. Mais je pense que ce genre de réaction trahit justement le fait qu'on n'est pas encore à l'aise avec notre identité nationale, notre langue. Et moi, ce malaise, il est vraiment profond parce qu'il s'inscrit vraiment dans le Madagascar pré-indépendant. Alors qu'on préparait les accords d'indépendance, c'est vraiment le ministre de l'époque, donc des années, début années 60, Boutkel, Oui. le ministre Boutkel, Feu Boutkel, pardon, qui avait préconisé de ne pas trancher sur la langue officielle de Madagascar directement, donc plutôt de laisser le français en l'état, Mm, craignant justement que la langue officielle des Malgaches ne soit la langue officielle des Mers, en tout cas vue comme telle. mm, La génération sacrifiée de la fameuse malgachisation de Ratsiraq, elle a fait les frais de cette décision politique-là. oui. Et même nous aussi, aujourd'hui, avec toutes les problématiques de non-maîtrise, etc., Ah, au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau de Madagascar même, bien on est sûr. encore impacté par cette décision-là. Donc tout ça pour dire que par rapport à la langue, il faut prendre des décisions fortes. Donc en consultant, certes, mais des décisions fortes, courageuses, à la hauteur de nos défis. Et voilà peut-être pourquoi un homme ou une femme politique qui n'a comme seul horizon, comme seule préoccupation que les prochaines élections présidentielles ou autres, ne sera jamais celui ou celle qui apportera un changement durable pour le pays. Mm, Donc moi, je pense il faut trancher le malaise. Euh, il faut continuer à enseigner cette langue-là dans toute sa richesse et sa diversité. On a des dialectes, pas des langues différentes, puisque la structure grammaticale des phrases elle reste la même. Ce sont juste des vocabulaires différents. Et pour faire nation autour de cette langue-là, ce ne sont pas les leviers qui manquent. Donc, petit clin d'œil à Diapason autour de ce concept de faire nation. Salut l'équipe. Introduire dans l'apprentissage des mots, en fait, les variantes locales qui sont les plus connues. oui. Organiser des programmes d'échange. Alors, peut-être au niveau scolaire, c'est compliqué, mais universitaire, ça pourrait être intéressant. Mm, Instituer un service civique où des volontaires partiraient dans d'autres coins de l'île, autres que les leurs, pour justement se familiariser avec ces autres mots-là qui, au final, sont tous des mots malgaches. mm, L'Académie malgache, pour moi, devrait être fer de lance pour instituer cette transformation-là, oui. vulgariser, faire connaître certains mots par-delà leur emprise territoriale locale historique. Oui. Et je pense qu'il faut continuer aussi à produire des mots malgaches, mais ça, ils le font pour le coup. Oh, oui. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours été saisi par, quand j'étais petit, par le fait que ordinateur se dise Soulsein. Mm, Pour moi, ça rendait pas trop hommage à l'aspect très, ben, c'est un calculateur, un computer, et mettait vraiment l'accent sur le fait que ça remplaçait le cerveau, Soulsein. Et là, par contre, à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas là, au final, que oui. intervient ce fameux Soulsein? Ça me Bref, marche petite, petite anecdote, complètement. mais voilà, il y a des sujets comme ça. Et je pense que le plus important pour cette langue-là, il faut qu'on crée, pour terminer, le cadre physique et immatériel qui est prêt à valoriser cette culture et cette langue. Il faut des livres en malgache, des sites internet, des applis, des programmes de formation, des logiciels, des jeux vidéo. Et il ne faut pas s'interdire de pratiquer le bilinguisme sur chacun de ces supports-là. Parce que le bilinguisme, au final, ça n'a jamais été un frein. Nous, on l'expérimente au quotidien quand on apprend une langue étrangère. On est très Mm, content, dans nos premiers instants, de pouvoir se référer à une langue que l'on connaît pour découvrir une langue qu'on ne connaît pas et petit à petit, pouvoir se passer de cette langue de référence pour arriver vers cette langue nouvelle. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'interdire du bilinguisme des supports qu'on doit considérer comme une chance pour réconcilier les Malgaches avec leur langue. oui. En bref, pour moi, la langue comme véhicule de culture, c'est vraiment bien, mais à partir du moment où on va en faire un véhicule de travail, c'est encore mieux. Et une fois de plus, ce qu'il nous faut pour changer ce pays, c'est du travail, du travail.
Ouais. Il y a encore du travail. Oui, 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 il faut pas que ce soit une langue, il faut pas que ce soit une langue juste entre guillemets académique ancienne. Il faut qu'elle se vulgarise et qu'elle se traduise de façon presque opérationnelle dans Mm, plein de supports, comme tu le dis, que mm, ce soit dans le loisir finalement, que ce soit dans le mm, travail, que ce soit dans des logiciels, en tout cas tout ce qui est support que l'on voit désormais. mm. Passionnant, passionnant, Mick. C'est pareil. Moi, je te l'avais dit à plusieurs reprises. Hein, je le sentais dans un certain nombre de tes interventions quand tu posais des questions. Il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on puisse approfondir ensemble et le matérialiser. Là, ce que tu racontes en termes de propositions, ce sont des choses qu'il faut écrire, qu'il faut aller porter quelque part pour que des embryons puissent commencer à se construire. Mm. On est presque à la fin de ce podcast déjà, Mick. Il y a quelques questions que nous apprécions et qui, quelque part, nous font connaître un petit peu plus aussi nos invités sur cette émission. Euh, Si tu avais un ouvrage, une citation, un film, je pense que tu en as plusieurs, donc n'hésite pas aussi à en partager plusieurs, que tu aimerais partager avec nous, qui te portent, qui sont vraiment tes phares, qui te construisent ou qui t'ont construit. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Bah, j'ai peut-être deux citations qui m'ont marqué dans mon parcours intellectuel, humain. Une citation d'Albert Camus, tout d'abord, qui est assez connue, que je vais adapter du coup pour inclure le mot Madagascar dedans. C'est vraiment parlant. Elle nous dit, chaque génération se croit sans doute vouée à refaire Madagascar, et la mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être beaucoup plus grande. Elle consiste à empêcher que Madagascar se défasse. Et la deuxième citation, je vais l'emprunter au monde des mangas et des animes japonais. Elle nous vient d'un personnage super intéressant du manga One Piece d'Eiichiro Oda qui s'appelle Don Quijote do Flamingo, qui s'exprime en fait sur un champ de bataille entre pirates et soldats de la marine. Donc en fait, c'est une bataille entre pirates censés représenter le mal et les soldats de la marine censés représenter la justice. Et il a cette phrase un peu incroyable où il dit les pirates sont le mal, les marines sont vertueux. Ces notions ont toujours varié au fil de l'histoire, et au final, ce sont ceux qui trônent au sommet qui décident de ce qui est bien ou mal. Le territoire de bataille, c'est un territoire neutre. Est-ce que la justice triomphera? Bien sûr, c'est celui qui gagne la guerre qui deviendra la justice. Donc c'est assez cru, mais c'est quand même assez révélateur de ce qui se passe dans certains pays une fois qu'une victoire politique arrive au sommet. C'est très, très révélateur et je pense que le monde dans lequel on est aujourd'hui l'est encore plus sur le narratif gagnant ou le narratif perdant ou ce qui est effectivement bien ou mal, comme quoi c'est relatif et où chacun se doit aussi de faire en sorte de s'informer des fois et souvent et tout le temps différemment pour avoir et garder ses propres valeurs. Elle est magnifique cette image. Ça rappelle aussi ce proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une citation, j'essaierai de la retrouver sur tant que ce sont les chasseurs qui font le récit, en fait, c'est cette version-là que l'on entend et pas forcément celle des lions qui sont eux C'est sur ça, le terrain. Voilà. exactement ça. Autre question, Nick, puisque l'idée de Diapason, c'est aussi d'ouvrir, d'étendre et de faire en sorte de se faire connaître, mais aussi d'aller connaître et découvrir d'autres profils, d'autres personnes. Qui tu nous inviterais à solliciter ici pour un prochain épisode? Pareil, ça peut être au pluriel comme au singulier. Euh, dis-nous en plus. C'est la question la plus dure, je pense. Tu n'es Parce que pas obligé de répondre tout de suite. il y a On tellement, peut il y a tellement réfléchir. de personnes intéressantes.
Allez, si j'en cite trois, Nathanaël Pivia Gaston Agniel, donc ancienne présidente de Junior pour Madagascar, Oui, qui est intéressante. Elle est malgache-comorienne et à l'entendre, elle a dû gueuler fort pour vraiment trouver sa place dans cette diaspora-là. Je pense j'imagine. que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Quand on pense à la diaspora, on pense souvent aux personnes qui sont franco-malgaches. Tu as raison. Et on ne parle pas assez des autres Les diasporas qui sont autres. binationaux, oui, Voilà, oui. de ce spectre-là. Mm, Et donc la façon dont elle a trouvé sa place, le chemin de son engagement citoyen en partant de ce background-là est quand même super intéressant. Donc je pense clairement. que ça pourrait en inspirer plus d'un. Oui, Je pense à Stéphane Rassaman, un ancien membre de ZKH qui fait partie de cette diaspora de deuxième génération. Donc c'est plutôt ses parents qui sont venus en France et lui est né ici, oui, qui s'est investi dans ZKH et qui après est rentré à Madagascar pour travailler chez Air Madagascar, à l'époque, aujourd'hui Madagascar Airlines. Donc si le sujet technique Madagascar Airlines vous intéresse, ça pourrait être super intéressant. Et au-delà de clairement. ça, le parcours diaspora, je suis de la diaspora deuxième génération Un et je repas, suis en rentré plus. m'investir, me repatrier, faire face à la barrière de la langue, les préjugés, etc. Oui, Ça peut être aussi super intéressant. clairement. Voilà. C'est vrai que tu avais évoqué effectivement Stéphane lors de nos échanges. Ok, très bien. Tu en as un troisième ou une troisième? Euh, Audrey Rangiamanjat, qui est franchement, voilà, qui produit du super contenu sur les réseaux sociaux, engagé sur des thématiques vraiment clés, hein, l'immigration, les droits des femmes, Oui, et qui sait le faire de manière à la fois pédagogique, didactique et aussi humoristique. Donc, l'humour, c'est le meilleur vecteur pour toucher les cœurs, sensibiliser. Donc, je trouve que c'est une personnalité aussi qui serait super intéressante à avoir autour de ce podcast-là. c'est clair. Merci beaucoup, Mick, pour ces recommandations. Nathanaël et Audrey, je pense que je vais pouvoir les retrouver assez facilement. Stéphane, par contre, je vais compter sur toi pour Ah faire ouais, la avec mise en relation plaisir. parce que je ne le connais pas. Ouais. Ce sera vraiment avec plaisir. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte de la richesse des profils. Et c'est voilà, c'est l'idée aussi justement de demander à nos invités de nous ouvrir vers ces personnes-là. Hmm. Quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre ici pour nourrir le débat, en tout cas pour clôturer cet épisode, mais pour ouvrir aussi sans doute sur d'autres sujets. Euh, ouais, je pense que oui, j'ai un petit mot de la fin sur le sujet de la philosophie politique de l'engagement au bien commun là, et j'aimerais terminer par une anecdote. Je vais commencer par la partie un peu sérieuse entre guillemets. Aujourd'hui, quand on se pose cette question de comment construire cette philosophie politique du bien commun à la malgache, on a tout le temps l'intuition, et elle n'est pas mauvaise, d'aller replonger dans les tréfonds de notre identité culturelle, bâtie au fil des siècles. Et franchement, j'achète. Mais je pense aussi qu'il faut aussi faire un pas de côté et se dire que ce récit, après tout, il nous reste à le construire, à le co-construire. Je pense qu'on vit vraiment dans un moment charnière de notre histoire à Madagascar. Depuis la colonisation, rarement les pouvoirs politiques, économiques, de police et de justice n'ont été aussi concentrés entre les mains de quelques personnes, mues par l'intérêt privé et non par le bien commun. Et cet ancien monde, il est vraiment plus viable. Et je pense que comme partout ailleurs dans le monde, et au cours de l'histoire, viendra un moment de rupture où les niveaux d'inégalité seront tels que l'opulence des plus riches sera moins tolérable que le dénuement des plus pauvres. Oui. Et c'est Gramsci donc qui a cette fameuse citation hyper connue: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Les monstres y sont déjà apparus. Les monstres s'appellent l'ordre coercitif, Mm. exploitation des peurs sociales,
la menace physique ou symbolique pour réprimer la liberté d'expression. Oui, Les monstres s'appellent le populisme démagogique. oui, C'est la faute à la France, c'est la faute aux Karan, c'est la faute aux Chinois, en oubliant que avant tout, c'est la faute à nous tous, malgaches, et j'inclus dedans mes frères et sœurs d'origine Karan ou chinoise, bref, Asie du Sud-Est, qui complètement. ont vu le jour sous le même soleil que le mien et foulé la même terre que la mienne. Mm, Les monstres s'appellent la dépolitisation massive. Donc, c'est cette connaissance qui vous dit que vous êtes fou d'être aussi engagé. Ce cousin ou cette tante, cet oncle qui vous dit d'abandonner le politique, la politique Madagascar et de vous concentrer sur votre vie. mm, Bref, ces monstres sont déjà là et moi, je vous invite vraiment à les combattre. Je finirai par une petite anecdote autour toujours de ce sujet. Il y a un groupe Facebook malgache que j'adore qui s'appelle Mes aventures culinaires et hôtelières. Je sais pas si tu le connais, il existe depuis quelques années et ok. il agit vraiment des dizaines de milliers de membres. Et les gens, y rapportent surtout leurs mésaventures avec des publications qui ont vraiment un réel impact économique sur les chiffres d'affaires des restaurants. Si Oh, bien que à chaque fois qu'il y a un commentaire négatif qui apparaît, c'est allez, 4000, 5000 likes à chaque fois. Donc les CM des restaurants, ils rivalisent ah oui, d'ingéniosité communicationnelle pour éteindre l'incendie, etc. oui, Et les gens sont très réactifs, ils participent beaucoup, ils pointent du doigt, ils dénoncent, ils proposent des solutions. Et je me suis dit en voyant ce groupe que si les citoyens étaient aussi exigeants vers les dirigeants politiques que les consommateurs ne le sont vis-à-vis des restaurants, on s'en sortira. Et comme sur ce groupe-là, si on y va seul, rien ne changera. En groupe, par contre, quelque chose débutera. En bref, pour terminer, la peur doit changer de camp. ouais. Merci beaucoup, Mick. Merci pour pour ce sérieux, cet humour et la diversité des références. C'est super important. Tu as tout à fait raison. Merci pour ton temps. Et puis, en tous les cas, à bientôt sur des prochains événements, que ce soit de Avec plaisir. Diapason ou de Zakou Anour. Ah oui, avec plaisir. Bah, merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'était très enrichissant comme échange. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Il y a les sujets qui nourrissent le corps. Et puis, il y a des sujets, des actions qui nourrissent l'esprit. Et c'est tout aussi important. Donc, merci pour votre engagement. Et merci de ne pas perdre cette philosophie politique du bien commun. Merci, Mick.